Salut tout le monde, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer un peu l'intérieur de certains terrariums qu'il y a dans ma batterie d'élevage. Et je vais en profiter pour vous montrer en même temps les reptiles qu'il y a dedans, ma façon de faire. On va aussi essayer de mirer les œufs de Python Rhésus, voir si on trouve les vaisseaux sanguins à l'intérieur, voir s'ils sont fiables ou pas. Et en même temps, je vais vous parler un peu de l'incubateur parce qu'on retrouve des vidéos un peu sur YouTube en ce moment sur la conception des incubateurs, tout ça, que ce soit des vidéos en France ou des vidéos à l'étranger. Il y a des petits trucs que je ne ferai pas personnellement. Je vais vraiment vous montrer ma méthode à moi et surtout le pourquoi du comment. Je vais expliquer pourquoi je fais comme ça et pourquoi je ne fais pas autrement. On se retrouve tout de suite. Alors au niveau des terrariums, on va partir sur ces 4 terrariums là. Nous sommes donc sur 4 terrariums qui font à peu près 90 de longueur, sur 60 de profondeur, sur 40 de hauteur. Alors là, on peut retrouver la petite tortue à ma chérie, qui se porte à merveille, hein, qui mange toujours aussi bien, avec la lampe. Alors en ce moment, vous pouvez voir qu'il y a certains néons qui sont éteints. Tout simplement parce que l'été, ça chauffe beaucoup plus les néons et je vois vraiment pas l'intérêt. Donc on garde obligatoirement les lampes UVB. Ici c'est une lampe UVB Zomed pour la tortue. Là par contre on garde vraiment obligatoirement les UVB. Hein. Pour les tortues on fait pas les cons, on déconne pas. Et ici j'ai mis de la sphaigne. Ça tient bien l'humidité comme c'est une tortue qui demande de l'hygrométrie. Ce côté là après il y a toujours une partie sèche, une partie plus humide. Ici, nous nous retrouvons dans un terrarium, donc pour les Python Rhésus. Bon, le mâle albinos en période de mue. Alors, j'ai mis des petits trucs naturels, même si ce n'est pas des terrariums 100% naturels. J'ai toujours mis quand même des éléments de décoration. En substrat, je suis toujours pareil, je ne joue que par ça, donc par le snake bedding. La particularité du snake bedding, c'est qu'on peut nourrir nos serpents en terrarium. Il n'y a pas de risque d'occlusion intestinale. Alors là, c'est mon mâle albinos qui est vraiment pas beau, étant donné qu'il est en période de mue. Petite plante artificielle. Et là, nous avons du bois. Comme vous pouvez le voir de temps en temps, dans les vidéos que j'ai fait récemment, c'était une petite vidéo vlog où je cherche justement du bois dans la nature. Alors on peut voir, là c'est un set de vigne. Là c'est une grosse branche que j'avais trouvée en nature que je trouvais très jolie et au fond nous avons une femelle classique, moi je dis naturelle mais je dis classique pour vous pour que vous puissiez vous repérer. On peut retrouver des petits pommes de pin, je trouvais ça assez sympa, j'en ai mis un peu partout, des cailloux qui viennent de l'Ariège. Voilà, après rien de spécial. Alors pour nettoyer le bois, j'en avais parlé un peu dans une vidéo. Moi personnellement j'utilise pas du tout de javel, je suis totalement contre. Merde, j'ai pété un morceau de bois. Et en fin de compte, donc je les nettoie sous la douche, au Karcher, à l'eau bouillante. J'enlève le plus d'écorce possible, la mousse, toutes ces conneries là. Et ensuite je laisse sécher. Je mets souvent de l'huile de Nîmes dessus pour faire insecticide. Pour les terrariums, je ferme toujours avec une serrure. On passe au terrarium d'à côté, qui est aussi un terrarium à Python Rhésus. Cette fois, dans celui-là, il y a 3 Python Rhésus subadultes. Alors, c'est 3 femelles. Toujours pareil, ça risque rien. Pas de nourrissage en terrarium et des femelles du même, plus ou moins de la même corpulence pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème de cannibalisme. Même si les problèmes de cannibalisme chez les Rhésus restent quand même très 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 rares. Spider, Lemon Blast et une femelle albinos qui se trouve au fond aussi en période de mue. Ah, ça donne vraiment une touche naturelle dans le terrarium tout en respectant un peu le style que j'ai vraiment envie de faire. Ça veut dire des terrariums le plus nickel possible avec le moins de... en fin de compte, je n'ai pas envie chez moi d'avoir de la microfaune. Contrairement à la vidéo que vous avez pu voir sur les terrariums 100% naturels de mon ami Méric. Comme je vous l'avais dit, hein, on a des styles totalement différents et qui marchent toujours très très bien. Je respecte vraiment sa façon de faire, sa méthode pour la maintenance des reptiles, je trouve ça excellent. Mais je ne me vois vraiment pas le faire chez moi.
Et voilà, au niveau de la microphone, au niveau de tout ce qu'on peut trouver dans un terrarium, je ne me vois pas avec ça, sachant que ma pièce d'élevage est dans ma chambre. Les serrures comme ça vous permet vraiment de... En fait, les vitres ne peuvent plus coulisser. Ce qui fait que les serpents, souvent on oublie un petit côté là, il y a toujours un petit jour, quelque chose. Il y a des serpents qui arrivent à pousser les vitres, à les faire coulisser. Toujours mettre une serrure. Moi je laisse les clés, c'est pas le problème. Mais toujours fermé. J'entends trop parler des risques d'évasion, des gens qui ont eu des problèmes avec des serpents qui se sont échappés. Là, nous avons donc Big Mac, Varanus exanthematicus. Pareil, je mets aussi un cadenas. Et lui, c'est une lampe chauffante. Donc en fait, c'est une ampoule céramique avec une ardoise en dessous. Ça masque quand même bien, ça chauffe pas mal. Là, il vient me voir parce que tout à l'heure, j'ai ouvert. Il a senti la bouffe. Il a faim. Donc il s'est vite réveillé pour venir nous voir. Alors ici, nous avons un grand terrarium d'1,50 m par 60 de profondeur. Je favorise toujours la profondeur, donc je suis toujours sur du 60 de profondeur. Mais franchement, j'aurais fait au moins 70 parce que j'étais pas à 10 cm près pour faire la batterie d'élevage et 70 de profondeur. Mais le top du top, si vous pouvez le faire, c'est toujours voilà, le plus de profondeur possible parce qu'on oublie en terrario que les terrariums sont jamais assez profonds. On regarde beaucoup la longueur, on regarde beaucoup moins la profondeur. Mais c'est toujours mieux d'avoir des terrariums beaucoup plus profonds. Là, je suis sur un terrarium où il n'y a pas vraiment d'éléments de décoration à part 2-3 branches pour les mues, pour que les serpents puissent muer correctement. Nous avons donc le boa constrictor imperator de localité Kroll-Key qui appartient à mon père pour tenter une reproduction. Sauf que bon, la reproduction pour l'instant, il n'y a pas du tout d'accouplement, donc il va bientôt récupérer son boa. Et on va faire des baisses de température, on va essayer de faire ça dans les règles pour produire une reproduction, peut-être des accouplements cet hiver. Et là nous avons la femelle salmon donc, qui se baigne, j'ai changé l'eau tout à l'heure, elle se baigne, sûrement qu'elle va me chier dedans du coup, parce qu'elle entend toujours que je nettoie l'eau pour me chier dedans. Voilà. Ce sont des terrariums qui sont carrelés. Pour tous ceux qui me suivent que maintenant, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de nouveaux abonnés chaque jour, qui n'ont pas vu forcément mes anciennes vidéos. Dans ma batterie d'élevage, nous sommes toujours en fait sur des terrariums. Toute la batterie d'élevage qui se trouve sur ce pan de mur, ce sont des terrariums carrelés. Alors je vais vous dire pourquoi le carrelage. Je vais rouvrir ce terrarium là, ça m'évitera de m'en prendre une parce que les pitons ne sont pas mordeurs. Voilà, si on pousse, on peut voir qu'il y a donc du carrelage. Et ici, tapis chauffant protégé par une plaque de plexi et du scotch aluminium pour tenir le tout. Alors, pourquoi le carrelage? Déjà, le carrelage va raidir le bois. Ça veut dire que le terrarium ne bougera pas sur le long terme, parce que la plupart des terrariums bougent. Je ne vous dis pas qu'ils bougeront la première année ou la deuxième année, mais au bout de 10 ans, le terrarium, le bois se déforme obligatoirement. C'est vraiment pour faire des terrariums qui dureront dans le temps que j'ai décidé de les carreler. Ensuite, le carrelage est conducteur de chaleur. Le carrelage n'est pas froid comme beaucoup de gens peuvent l'imaginer. Si on marche pieds nus chez nous, le carrelage a tendance à être froid parce qu'il est au sol, forcément, et que la chaleur monte. Alors souvent, il fait plus chaud niveau plafond et plus froid au sol. Bon, le carrelage est au sol. Par contre, si vous mettez du carrelage en plein soleil, comme de la pierre, comme un caillou par exemple, ou de la roche, il a tendance à absorber la chaleur et du coup garder la chaleur dans le temps. Le carrelage n'est donc pas froid, le carrelage est conducteur de chaleur, donc si le terrarium est chaud, le carrelage sera chaud, si le terrarium est froid, le carrelage sera froid. En gros, il se met à la température ambiante du terrarium, ce qui fait que le tapis chauffant produit de la chaleur au niveau du carrelage côté droit, et côté gauche, c'est le point froid, il n'y a pas du tout de tapis chauffant, et du coup, il y a des températures beaucoup plus basses. Nous avons aussi donc le tapis chauffant, la sonde est là, toujours essayer de faire le moins de câbles apparents, parce que les serpents, quand ils mettent leur tête au niveau d'un câble, ben, forcément ils passent le corps, ça peut vous déboîter les néons, ça peut vous causer des problèmes à ce niveau-là. Faites toujours attention de mettre le moins de câbles possible apparents dans le terrarium.
Toujours pareil, des petites pommes de pin, des petits cailloux. J'essaie toujours de faire des terrariums, voilà, un peu naturels, tout en respectant quand même vraiment le côté très très propre, parce que je suis quelqu'un de très maniaque. Ici se trouve le terrarium du couple d'Antaresia maculosa adulte. Toujours pareil, des petites pommes de pin, un caillou, on dirait une fausse pierre, mais en fait c'est une vraie pierre que j'ai trouvée dans une rivière de l'Ariège. Je me semble que d'ailleurs je l'avais filmé en vidéo sur l'Ariège. D'ailleurs je vais vous mettre le lien de cette vidéo en bas dans la description si vous voulez aller voir mes petites balades dans l'Ariège. Et là, pas de cachette spécifique pour le moment, beaucoup de branches. Et alors là on voit les Antaresia. Pareil, hein, quand vous mettez plusieurs serpents dans le même terrarium, je vous conseille toujours de ne jamais nourrir vos serpents dans le terrarium. Alors là, nous avons les Antaresia. Par contre, ce que je compte faire sur ce terrarium, c'est le recouvrir entièrement jusqu'en haut, que de grosses branches, de branchages de partout, vraiment qui puissent se cacher dans des amas, dans des tas de branches. Ça peut être assez sympa. Toujours pareil. Le gros problème, c'est que plus il y a d'éléments de décoration, moins vous voyez vos animaux, mieux ils se portent eux, moins bien vous vous portez vous. Et si je dois en plus en attraper un pour pouvoir le mettre dans un rack pour le nourrissage, c'est vrai que ça va compliquer encore plus la situation. Je vais vous remontrer à nouveau le terrarium de ma petite grenouille. Alors là, nous avons des températures de 31, le thermostat est éteint et la seule source de chaleur de ce terrarium se trouve ici. C'est un tapis chauffant Zomed qui fait... On va retourner la GoPro. Nous avons 16 watts. Voilà. Et ça vous donne pas le tournis un peu? Coucou. Ouh. Alors là, toujours pareil, le bac d'eau avec une branche dedans. L'eau a changé très régulièrement parce que c'est de l'eau stagnante. La petite fougère qui cache un peu au-dessus de l'eau, ce qui permet à la grenouille d'aller... D'ailleurs, elle est au fond là-bas. Merde, elle y était. Pas si vous allez la voir. Et ici, j'ai rajouté de la sphaigne. Alors, j'ai mis aussi de la sphaigne humide, ce qui lui permet le soir de se cacher à l'intérieur parce qu'elle sort du bac d'eau la nuit pour aller dormir à l'intérieur et se retrouver dans un coin vachement humide. Donc, ça représente plus ou moins ça au niveau des installations. J'ai tout fabriqué moi-même. Alors, ça m'a pris un beau jour pendant des vacances que j'avais, des congés. J'en ai profité, j'ai fait tous les plans. J'ai compté toutes les épaisseurs de bois. Parce qu'il ne faut pas oublier de les compter. En fin de compte, la batterie est constituée d'une batterie de terrarium comme ça, avec un gros terrarium et deux petits. Ici, c'est exactement la même batterie en fait, ici et là. Voilà. Et ici, nous avons batterie de 4 terrariums. Et à côté, une batterie d'un terrarium arboricole pour ma beauté bleue. Là, je mets... tout le matériel, ici un beau crochet, une pince de nourrissage de 40 cm, vous vous rappelez la pince Nabila, c'est celle-là. Namiba, ouais bon c'est pareil, hein, vous n'allez pas me faire chier avec ça. Là nous avons des terrariums assez soft au niveau de la décoration pour des Tilica synsoides, donc synsoides. Né en captivité en France et après nous avons un Synsoides intermédia qui se trouve ici. Vous inquiétez pas, hein, au niveau décoration je vais beaucoup plus booster tout ça, faire quelque chose de beaucoup mieux au fur et à mesure du temps. Voilà, je commence à équiper un peu plus les terrariums avec ce que je peux trouver dans la nature et faire quelque chose d'assez sympa. On m'avait posé des questions aussi au niveau des vitres. Alors, on me disait, ouais, dans la vidéo en fait où j'ai montré comment fabriquer cette batterie de 2 terrariums pour ce que vous appelez serpent des blés, donc Pantherophis guttatus, ou Elaphe guttata, anciennement appelé Elaphe guttata, vous m'avez dit que j'avais donné vraiment la totalité des informations, donc les mesures globales de tout. Par contre,
il n'y a pas les mesures des vitres. Ben, je vais vous le redire parce que j'en avais déjà parlé dans une vidéo. Je ne mets pas les mesures des vitres parce que les vitres, en fait, ça se joue au millimètre. Ici, si vous voyez, vous avez un rail petit et ici, vous avez un rail plus profond. Ce qui fait qu'en fait, vous rentrez la vitre par en haut et vous la laissez tomber. Ce qui fait qu'elle se cale entre le rail du bas et le rail du haut. Et ça se joue sur 1 ou 2 mm en fait. À partir du moment que vous la rentrez là, il faut qu'ici, elle puisse rentrer que de 1 mm. Et après, vous la laissez retomber. Alors, du coup, c'est très délicat parce que si vous faites le terrarium, mais que la planche centrale qui retient les vitres est à peine décalée en bas ou en haut d'1 mm ou de 2 mm, vos cotes de vos vitres à vous ne seront pas les mêmes que moi. Vous devez toujours fabriquer votre terrarium, mettre les rails et ensuite prendre la mesure exacte pour savoir la mesure de la vitre que vous allez placer dans le terrarium. En gros, vous prenez la mesure à peu près de ce trait là du rail, moins 1 mm, donc à peu près là où je mets mon doigt. Et ici, vous prenez la mesure juste au-dessus du rail. Et là, normalement, cette mesure exacte, vous pouvez rentrer votre vitre et elle passera pile ici. Après, quand vous la laissez tomber, elle sera toujours soutenue en dessous, mais au lieu d'être là, elle sera quelque part vers la moitié. Ce qui fait qu'ici, elle sera reposée au fond et tout ira bien. Et ensuite, dans les rails, pour que ça coulisse bien, surtout au début, je mets de l'huile de paraffine. C'est de l'huile que vous pouvez trouver en pharmacie. Avec un coton-tige, un peu dans l'huile de paraffine et je place l'huile de paraffine à l'intérieur des rails. Comme ça, quand vous coulissez les vitres, elles coulissent vraiment très très bien, même avec des rails comme ceux-là qui sont en PVC. D'ailleurs, dans toutes mes installations, j'ai toujours utilisé que des rails en PVC. Je n'ai pas pris de rails aluminium. C'est pas que je suis contre, c'est que j'en ai pas trouvé en magasin. Au niveau du bois des batteries, pour les nouveaux qui arrivent régulièrement sur ma chaîne et qui ne le savent pas, je suis sur de l'OSB 3. Alors pourquoi l'OSB 3? C'est un bois qui est quand même relativement cher comparé à certains bois. Par contre, l'OSB 3, il a été créé pour tenir vraiment très très bien l'humidité. Comme je vous l'ai dit, j'ai créé des terrariums que je ne suis pas prêt de démonter, que j'ai vraiment créé pour qu'ils tiennent dans le temps et qu'ils ne se déforment pas. Donc l'OSB 3, en fait, c'est la colle qui tient les fibres, les copeaux de bois, qui est créée pour tenir l'humidité. Ce qui fait qu'en fin de compte, j'ai quand même mis beaucoup de couches de vernis. Mais je suis sûr que ça ne bougera pas dans le temps. Après, vous pouvez très bien, comme celui-là, cette batterie terrarium là, je l'ai créée avec du bois mélaminé. Alors le bois mélaminé, c'est tout simplement de l'aggloméré, sauf qu'il y a une protection mélaminée dessus. Si je ne dis pas de bêtises, c'est quelque chose comme ça. Après, j'ai juste peint les tranches, mais vous pouvez toujours mettre des bandes mélaminées qui se collent ou qui se mettent au fer à repasser sur les tranches pour que ça fasse propre, avec des petites pastilles au niveau des vis. Alors j'ai mis un thermostat Trixie, c'est ce thermostat là Trixie, je l'avais depuis des années, c'est celui qui m'a servi pour le terrarium arboricole, là où je mettrais la beauté bleue. Du coup, heureusement que j'avais un thermostat Trixie en rab qui traînait et qui me servait à pas grand chose. En température jour et en température nuit, j'ai mis pareil, 31 degrés du coup, c'est toujours pareil, jour comme de nuit, voilà, j'ai réglé pour 31 degrés. Les températures doivent être entre 30 et 33 degrés, donc j'ai mis 31 degrés, c'est très bien. Et ça, c'est les thermomètres Reptilus. Donc les thermomètres vraiment pas chers qui ressemblent à de la merdos chinoise. Moi je pense que en fait c'est pour vous prouver qu'ils sont quand même fiables parce que nous sommes sur une température de 31,1 et là nous sommes sur une température de 31 avec le Trixie quand même, hein, on déconne pas, hein, on a de la marque là. Alors ça c'est bon. Et maintenant je vais vous montrer un peu comment j'ai fait. Alors pour l'incubateur, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos sur la fabrication d'un incubateur, c'est un incubateur qui est fait à partir d'une grande boîte de polystyrène. Au fond, c'est un sac poubelle avec de l'eau qui est à l'intérieur. L'eau est chauffée par un câble chauffant relié au thermostat Trixie. Pourquoi un câble chauffant? Alors, je vais vous expliquer. Pour chauffer l'eau, il y a des systèmes exprès comme on peut trouver pour aquarium. Le problème, c'est que c'est directement thermostaté. Et donc, vous avez une température de l'eau. Ça ne veut pas dire que la température de l'eau, c'est la même température pour votre incubateur. Ça, il ne faut pas oublier que les œufs produisent de la chaleur.
surtout les dernières semaines avant éclosion. Il y a toujours beaucoup plus de degrés au niveau des œufs qu'au niveau de l'incubateur en soi-même avec l'eau. Déjà, premier point, c'est pour ça que moi je chauffe l'eau, mais j'ai une sonde du thermostat avec les œufs. Ensuite, comme vous pouvez le voir, les œufs ne sont pas enfermés dans une boîte. Parce que si vous enfermez les œufs dans une boîte avec de la vermiculite, il n'y a pas besoin de chauffer de l'eau, étant donné que vous avez dans la boîte directement l'hygrométrie qu'il vous faut. Donc vous avez juste à chauffer avec un tapis, un câble, une lampe, ce que vous voulez. Du moment que vous avez entre 30 et 33 degrés en permanence quotidiennement, sans trop de variations de température, vous pouvez enfermer les œufs dans une boîte. Parce que par exemple, comme les éleveurs pros qui ont carrément une pièce comme incubateur, c'est-à-dire tous les œufs sont dans des boîtes avec de la vermiculite, les œufs posés dessus. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a directement l'hygrométrie dans chaque boîte, mais la pièce est chauffée en elle-même. Il n'y a pas des bassins d'eau dans une pièce. Donc ça ne sert à rien d'enfermer les œufs dans une boîte et chauffer l'eau derrière, parce que l'eau que vous chauffez ne va pas créer plus d'humidité là où il y a les œufs. Les œufs, il y a directement une hygrométrie par rapport à la vermiculite que vous avez humidifiée et mis avec les œufs. Donc c'est pour ça que moi personnellement, mes œufs ne sont pas enfermés dans une boîte, ils sont à même dans l'incubateur puisque je chauffe l'eau et donc ça crée de l'hygrométrie dans l'incubateur et c'est ce qu'il faut pour les œufs. Ensuite, j'ai mis une vitre, comme vous pouvez le voir, une vitre inclinée. Comme ça, quand ça condense, ça coule sur le côté et ça ne tombe pas directement à même les œufs qui sont toujours donc dans une atmosphère très très humide, qui sature d'ailleurs en humidité, mais les œufs sont toujours secs. Et là, comme vous pouvez le voir au niveau des œufs, on se retrouve donc avec des grilles. Comme je vous l'avais déjà expliqué plusieurs fois, on appelle ça la méthode sèche, c'est-à-dire que les œufs ne sont pas à même sur la vermiculite, ce qui fait que vous n'avez pas besoin de vous faire chier à mélanger correctement la vermiculite avec de l'eau. Si vous mettez trop d'eau dans la vermiculite, vos œufs ne craignent rien étant donné qu'ils sont sur une surface sèche. On appelle ça la méthode sèche, c'est-à-dire que les conditions de maintenance sont bonnes, ça veut dire que vous avez entre 80 et 100% d'hygrométrie, donc d'humidité dans l'air, mais vos œufs ne touchent pas du tout l'eau. Ce qui fait qu'ils sont toujours secs, vous n'avez pas de problème à ce niveau-là. Avec bien entendu la sonde du thermostat et du thermomètre avec les œufs et non au niveau de l'eau, parce que la température de l'eau, comme je vous l'ai dit, n'est pas la même que la température au niveau des œufs. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez toujours mettre le pouce bleu, vous pouvez toujours me suivre sur les réseaux sociaux et partager la vidéo à tous vos amis. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Snack Reptile. Allez tout le monde, ciao ciao!